pourquoi consulter un psychologue quand on est victime de souffrance au travail? Ben, de plus en plus de personnes souffrent au travail. Et vous-même, si vous souffrez ou si vous connaissez quelqu'un qui, dans votre entourage qui souffre, ben, souvent on pense à consulter un psychologue, mais on n'ose pas franchir le pas. Parce qu'il y a toujours des réticences, hein, parce qu'on pense souvent que le psychologue, c'est seulement pour ceux qui vont très mal, ou alors ben, c'est pour les fous tout simplement. Mais parce que ce n'est jamais facile de franchir le pas et de pousser la porte hein, du psychologue, parce qu'on a beaucoup de réticences, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de freins, beaucoup de croyances négatives aussi. Hein. On pense souvent que on le fait par caprice. Hein, c'est pour les névrosés, que c'est une pratique narcissique, hein, voilà. Mais vous savez, les clichés vont bon train hein, à ce rythme-là. Ben, si on pense à tout ça, ben, on va pas pouvoir franchir le pas. Et il s'agit la plupart du temps, ben, justement, ben, de moments de faiblesse, de souffrance psychologique, hein, mais sachez qu'on n'a pas vraiment besoin de subir de graves traumatismes pour consulter. Hein. Euh, et quand la souffrance est réelle et quand vous vous sentez pas bien, ben, je pense que à ce moment-là, ben, quand vous sentez que vous perdez pied et que vous n'arrivez pas à gérer seul, ben, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut s'interroger. Hein, et se dire pourquoi ne pas profiter d'un espace confidentiel pour en parler, parce que le psychologue, c'est quelqu'un qui vous offre un espace confidentiel. Et par la parole, sachez que la parole libère, hein, ça permet de faire le point, de réfléchir et de démystifier ses angoisses. Et justement, c'est un moment pour soi, un moment où vous êtes face à un professionnel qui a le temps, hein, parce que c'est pas comme le médecin. Hein, généralement, personnellement, je consacre 1 heure, voire plus, hein, à une personne. Hein, et c'est un espace pour dire avant tout sa douleur, pour pleurer aussi, hein, mais sans jugement. Hein, un espace pour comprendre, un espace pour se réparer, un espace pour penser ses blessures, pour restaurer son estime, pour reprendre confiance en soi. Et c'est un espace aussi pour apprendre à mieux gérer ses émotions, parce que souvent, ben, ce sont les nerfs qui lâchent avant tout, hein, hein, les émotions hein, qui sont en première ligne. Et c'est un espace pour avancer tout simplement. Et j'aime bien aussi penser que c'est un espace pour optimiser son potentiel et réussir sa vie. Parce que ben, il y a tellement de choses. Si on est comme ça, ben, véritablement, on ne va pas pouvoir avancer. Alors, au cours de cette conférence, ben, ce que je vais enfin, que vous savez peut-être déjà, mais on va peut-être reprendre certaines choses que vous savez déjà, mais refixer certaines connaissances que vous avez déjà. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'un psychologue, hein, et parce que justement, hein, ben, il y a tellement de disciplines autour de la psychologie, et voilà, donc je pense qu'il va falloir clarifier ça. Qu'est-ce qu'un psychologue qui est spécialisé dans la souffrance du travail? La souffrance au travail, ben, quand consulter, et on va voir que va apporter un psychologue, que pourra vous apporter un psychologue. Comment trouver un psychologue? Parce que ce n'est pas toujours évident hein, de trouver et de choisir même son psychologue. Hein. Quelles sont les stratégies, quels sont les conseils que je vais vous donner pour bien choisir votre psychologue? Et comment se passe un premier rendez-vous en général et comment personnellement se passe mon premier rendez-vous? Hein. Je vais vous tout livrer mes petits secrets. Et bien entendu, que peut-on attendre, hein, que peut-on attendre de son psychologue?
Et puis, par la suite, on pourra avoir certain nombre de témoignages de personnes qui ont consulté. Et vous-même, vous allez pouvoir aussi en parler. Alors, est-ce que le programme vous convient et est-ce que j'ai oublié des choses? Dites-moi si vous avez d'autres préoccupations par rapport à ça. Est-ce que c'est un bon programme ou est-ce que vous voulez que, personnellement, peut-être que j'ai oublié des choses que vous aurez aimé savoir au cours de cette conférence? Dites-moi. Comme ça, je vais rajouter ça au programme. C'est bon pour tout le monde? Dites-moi. Oui. Oui? OK. Alors, on va commencer par clarifier qu'est-ce qu'un psychologue. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un psychologue déjà? Peut-être que je vais vous poser la question. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un psychologue? Parce que je suppose que il y a certains d'entre vous, vous avez déjà consulté ou vous savez ce que c'est, ou peut-être qu'il y a un proche qui a consulté. Qu'est-ce que pour vous un psychologue? Alors, dites-moi en commentaire ce que vous savez du psychologue. Vous savez pas ce que. Alors, est-ce que vous. Bon, je pense que vous êtes un peu timide. Parce que, bon, je pense que tout le monde a son idée de la. Vous avez peut-être une idée. Donc, alors, Émilie, c'est une personne qui nous écoute, analyse des situations pour nous donner son point de vue sans nous juger afin de nous conseiller au mieux dans diverses situations. Oui, oui, c'est exactement ça. Et donc, pour exercer le métier de psychologue, sachez qu'il faut suivre une formation universitaire d'au moins 5 années. C'est après 5 années après le bac. Donc, on a fait une licence de psychologie, master 1, master 2, et puis des stages aussi qui sont définis par la réglementation. Donc, c'est à partir de ça, c'est après cela qu'on a le titre de psychologue. Donc un psychologue, c'est d'abord des études universitaires, parce que c'est à l'université qu'on apprend. La psychologie, c'est la science, c'est la science du comportement humain. Voilà. Alors, sachez qu'un psychologue n'est pas un médecin, même s'il intervient dans le domaine de la santé. Et l'usage du titre professionnel de psychologue est réservé justement à des personnes qui sont titulaires de diplôme ou d'un titre qui est sanctionné justement par une formation universitaire. Et sachez que pour savoir si quelqu'un est psychologue, il y a une liste, parce que le psychologue a l'obligation de s'inscrire à l'ARS et les psychologues sont enregistrés donc sous un numéro, un registre qui s'appelle le registre ADELI. Et donc chaque psychologue a un numéro, et ce numéro peut être communiqué aux usagers, justement, et c'est accessible aussi au public. Et donc, vous pouvez consulter auprès des ARS. Est-ce que vous le saviez, ça, que vous pouvez... Parce que, en fait, c'est ce qui garantit la qualification des psychologues. Est-ce que vous saviez ça? Parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent faire usage, parce qu'après, il y a beaucoup d'appellations, comme des psychopathes praticiens, psychothérapeutes, voilà. Et un psychothérapeute, c'est pas un psychologue, parce qu'il n'a pas fait d'études universitaires. Sachez-le, parce qu'il y a énormément d'appellations, psychopathe praticien, psychothérapeute, c'est pas du tout, c'est pas du tout des études universitaires. Pour un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui a fait des formations, voilà, mais en tout cas, c'est pas réglementé. Alors, les lieux d'exercice où on peut retrouver un psychologue, c'est bien sûr à l'hôpital, mais aussi dans les institutions publiques ou privées, dans les associations, dans les centres de santé, dans les entreprises et bien sûr en cabinet privé, en libéral, comme un peu moi ce que je fais. Parce qu'avant j'intervenais beaucoup en entreprise. Aujourd'hui, j'interviens beaucoup moins en entreprise. Voilà. Alors,
est-ce que, ben justement, un psychologue n'est pas médecin. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre un psychologue et un psychiatre? Est-ce que vous faites la différence? Est-ce que vous aurez aimé que je clarifie cela? Hein, parce qu'un psychologue, sachez qu'un psychologue n'est pas médecin, mais et du tout, il y a vraiment une différence avec le psychiatre. Oui, le psychiatre peut prescrire des médicaments, oui, voilà, hein. Et donc, le psychiatre, il est avant tout médecin, et donc, il a, après des études de médecine générale, il a suivi une spécialisation de 4 ans en psychiatrie, hein, et il peut soit, lui, travailler en cabinet privé ou en clinique ou en hôpital. Et donc, lui, il est inscrit à l'ordre des médecins. Sachez qu'il y a un code de déontologie également pour, parce qu'il est inscrit à l'ordre des médecins et il doit respecter le code de déontologie médicale. Et le psychologue, lui aussi, il a aussi un code de déontologie, hein, des psychologues, hein, voilà, ça existe aussi. Et donc, le médecin, lui, il peut prescrire des médicaments, tandis que le psychologue, il ne prescrit pas de médicaments, il le fait uniquement par la parole et puis par le comportement. Vous donnez aussi, parce qu'il est beaucoup plus axé sur les comportements, le changement de comportement, voilà. Et le médecin peut décider aussi, le médecin, le psychiatre peut décider aussi d'une hospitalisation éventuelle, hein, s'il y a besoin. Je pense que là, voilà. Donc, c'est d'abord la parole hein, qui traite la santé mentale. C'est avec la parole hein, que le psychologue traite la santé de son patient. Hein. Et il peut s'occuper de différents troubles, des problèmes de sommeil, du stress, la déprime, la dépression, voilà. Il peut l'aider aussi à surmonter une épreuve douloureuse, à gérer différents problèmes, hein, voilà, des problèmes, notamment des problèmes relationnels, bref, à reprendre sa vie en main. Et sachez qu'il existe énormément de disciplines dans la psychologie. Hein. Il existe énormément de disciplines. Hein. Je peux vous citer plein de disciplines comme la psychologie, par exemple, la psychologie de l'enfant, la psychologie génétique, la psychologie cognitive, la psychologie comportementale, la psychologie clinique, la psychologie de la santé, la psychologie différentielle, la psychologie du travail. Et là, après, il y a la psychologie sociale. Il existe énormément de disciplines. Et donc, alors, on aborde hein, au cours de son cursus déjà beaucoup de disciplines dans la psychologie, mais au fur et à mesure, on se spécialise. On se spécialise dans quelque chose, dans une discipline précise. Ah, voilà, dans une discipline précise alors. Hein? Donc, c'est vrai qu'il existe énormément de disciplines. Voilà. Donc, c'est très, très large et très vaste, en fait, la psychologie. Est-ce que vous voulez que je rajoute quelque chose concernant justement ce que c'est comme psychologue? Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors maintenant, je vais aborder comment justement. Alors, est-ce que vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui justement ne savent pas choisir entre un psychologue et un psychiatre. C'est pour ça que je vous dis ça. Est-ce que vous savez à quel moment on peut justement choisir de consulter un psychiatre plutôt qu'un psychologue ou vice-versa, préférer un psychologue plutôt qu'un psychiatre? Est-ce que vous voulez savoir? Non? Alors, comment, alors, est-ce qu'il faut faire un choix entre psychologue et psychiatre? Ben, moi, je dirais que tout dépend de chacun, hein, parce que certaines personnes préfèrent un psychologue parce que qu'ils ont peut-être des connotations négatives sur les psychiatres, hein, parce que bon, et ça c'est souvent erroné parce que
et d'autres s'attacheraient plus à l'aspect pécuniaire, puisque bon, la consultation du psychiatre est plus ou moins remboursée, hein, pas dans l'intégralité, hein, mais en ce qui concerne le psychologue, ben, le psychologue, il n'est pas remboursé, hein, parce que ce n'est pas un médecin, mais sachez que les mutuelles prennent en charge une partie, hein, dans certains cas. Donc, il faut toujours vérifier avec sa mutuelle, hein, parce que, voilà. Alors, il y en a qui ne font pas vraiment de choix et qui consultent les deux en parallèle, hein, psychologue et psychiatre. C'est parce qu'effectivement, le psychologue va s'arranger beaucoup plus, il aura beaucoup plus de temps et ce sera beaucoup plus, on va dire, j'ai presque envie de dire il n'y aura pas de médicaments, et ce sera par la parole, et puis après, c'est aussi par rapport au comportement, voilà. Et le psychologue, lui, il va assurer plus un soutien, plus un accompagnement, hein, plus un suivi. Et au-delà même de la profession, c'est plus la façon même de travailler du professionnel qu'il est important de cerner, en fait. Parce que même par rapport aux psychiatres, tous ne travaillent pas de la même manière et chaque psychologue aussi a sa méthode, a sa propre méthode. Donc voilà, c'est pour ça il faut déjà savoir, hein, pouvoir faire un meilleur choix par rapport à sa problématique. Parce que du côté des psychologues, bah, les pratiques varient, hein, les pratiques varient également, hein. Donc, il y en a qui vont s'occuper plus spécialement d'enfants et d'adolescents. Il y en a qui vont plus s'occuper d'adultes, plus de couples, hein, notamment pour des thérapies de couple, hein. Et il y en a plus qui vont se cibler sur des thérapies comportementales et des thérapies cognitives. Voilà. Et puis d'autres vont se spécialiser par rapport à la prise en charge de troubles, hein. Par exemple, il y en a qui vont se spécialiser par rapport aux troubles alimentaires. Et moi, je me suis plus préoccupée, plus ciblée également, parce que je suis avant tout généraliste, hein, mais je me suis aussi spécialisée parce que ça me tient à cœur. J'ai un fort intérêt aussi pour tout ce qui est travail, hein, voilà, puisque bon, puisque j'ai beaucoup travaillé aussi et je me suis formée aussi, même en psychologie du travail également. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un psychologue, justement, spécialisé dans la souffrance au travail? Est-ce que vous voulez le savoir? Qu'est-ce qu'un psychologue Est-ce que vous vous demandez peut-être que c'est pourquoi on va dire qu'un psychologue est plus spécialisé dans la souffrance au travail? Alors, le psychologue spécialisé dans la souffrance au travail, bah, il va mettre son expertise et la compréhension des comportements de ce qu'il a du comportement humain au service du bien-être au travail, tout simplement, hein. Il va intervenir dans différentes situations, hein, et il peut intervenir aussi, hein, en entreprise, hein, notamment dans le cadre de gestion de conflits, de médiation, voilà. Mais aussi, il peut aussi travailler en libéral au niveau du soutien psychologique, voilà, hein, et donc de l'accompagnement pour tout ce qui est souffrance au travail, burn-out, dépression, harcèlement. Donc, quand il intervient en entreprise, il essaie de concilier le besoin de développement de l'entreprise avec les besoins d'épanouissement des salariés. Et quand il est en libéral, eh ben, il a pas justement besoin de faire puisque là, il se met vraiment au service du patient, hein, et de la personne. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et moi, c'est ce que je voulais à un certain moment, ne pas forcément être dans une entité, mais vraiment être vraiment au service même de la personne qui souffre, hein, et me consacrer uniquement
au côté individuel. Voilà. Donc, voilà, voilà. Est-ce que vous savez maintenant quand... Alors, la question, c'est de quand consulter, hein? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on peut se décider de consulter un psychologue d'une manière générale, et puis en particulier quand on a des problèmes de souffrance au travail? Est-ce que vous le savez? Alors, quand consulter? C'est la question qu'on peut se poser maintenant, hein? Quand est-ce qu'il faut consulter? Mais je dirais que la consultation chez un psychologue s'avère nécessaire dès lors que les troubles de la personne l'empêchent d'avoir une vie sociale satisfaisante. À partir du moment où la personne commence à ne plus se sentir bien, ben, la personne peut consulter parce que cela concerne aussi bien, par exemple, ses relations professionnelles que ses relations personnelles. Parce que ça commence souvent par rapport à des problèmes de relations qu'on commence à avoir. Parce qu'on commence à ne pas se sentir bien, à être aigri, à être à fleur de peau. C'est souvent comme ça, hein. Et sachez on n'a pas besoin d'avoir de consultation médicale, hein, pour consulter, hein. Voilà, peut juste consulter, hein. Donc, le médecin traitant peut aussi indiquer aux patients qui nécessitent des soins auprès d'un psychologue. Parce que moi, j'ai beaucoup de médecins qui m'envoient justement des personnes, hein. Quand, euh, quand le médecin sent que le patient a besoin d'écoute, il a besoin de plus de prise en charge psychologique, il peut orienter, hein, mais on n'a pas besoin de prescription médicale pour le faire. Donc, moi, je dirais aussi qu'une prise en charge de la souffrance au travail est nécessaire lorsque certaines situations au travail sont mal vécues, notamment dans le cas de harcèlement, de personnalités, de personnes toxiques au travail, hein. Donc, on peut évidemment avoir besoin de consulter. Et donc, à ce moment-là, la prise en charge psychologique va permettre de se centrer sur des problématiques qui seront plus liées à un vécu professionnel douloureux. Dans ce cas-là, quand il y a une prise en charge de souffrance au travail, on va se centrer sur l'individu, hein. Le psychologue va se centrer sur l'individu, sur le vécu douloureux de l'individu, en le plaçant vraiment au centre de l'accompagnement. Et voilà, et donc va écouter justement la personne et va lui donner des stratégies, des moyens de comprendre, mais aussi pour avancer. Voilà. Le plus important, justement, c'est de ne pas rester seul parce qu'à ce stade-là, je sais qu'on peut avoir envie de s'isoler, ne pas avoir envie de consulter, hein, et même on n'a pas envie d'en parler du tout, hein, hein. Mais il faut surtout pas tomber dans ce piège-là et surtout ne pas s'isoler et penser qu'il n'y a plus d'espoir et que voilà, et s'enfermer dans une sorte de fatalisme. Euh, je pense que la moindre des perturbations au travail doit alerter déjà et ça nécessite d'être analysé déjà pour savoir vraiment parce que on ne comprend jamais les choses vraiment parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, on ne prend pas suffisamment de distance par rapport aux choses. Et donc, c'est difficile justement de pouvoir analyser soi-même lorsqu'on a la tête dans le guidon. Donc, du coup, on a vraiment énormément de mal. Surtout on a énormément de difficultés aussi, hein. Il y a plein de troubles qui sont liés, hein, déjà par rapport au sommeil, déjà la fatigue aussi, hein. Donc, voilà. Et donc, sachez que déjà, quand on prend le processus à temps, ça peut être stoppé si on consulte à temps. Parce que dans certains cas, c'est beaucoup plus, ça prend des proportions et c'est beaucoup plus grave. Et donc, à ce moment-là, on va prendre plus de temps justement à retrouver son équilibre. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux prévenir que soigner, hein, hein. Donc, dans tous les cas.
Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément attendre longtemps pour consulter. Alors, souvent c'est l'entourage qui vous alerte parce que comme on n'a pas suffisamment de recul et on ne se sent pas aller mal, hein, on sait que ça ne va pas, mais on ne va jamais se dire que, ben, on va toujours sentir un mal-être, mais on ne va jamais penser que aussi mal, aussi grave que ça, hein. Mais c'est souvent les autres, en fait, qui subissent qui ne vous reconnaît plus, hein, qui vous dit que, ben, que ça ne va pas du tout, hein, et qu'à ce moment-là, qui vous disent qu'il faudrait peut-être consulter, hein, et qui vont vous inciter à le faire. Donc, généralement, c'est surtout les autres qui vont vous alerter. Parce que souvent, on est la dernière personne à prendre conscience que ça ne va pas du tout. Hein. Donc, du coup, on se dit que cela va passer, bah, qu'on va faire un peu de sport, qu'on va essayer qu'avec le temps, ça va passer. Mais au contraire, ça s'empire. Hein. Voilà. Ça s'empire parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On va continuer à avoir toujours dans ce fameux schéma fameux cercle vicieux, hein, le cercle vicieux. Et donc, du coup, ben, on va s'enfoncer au fur et à mesure et on ne va pas pouvoir s'en sortir, tout seul en tout cas. Et donc, justement, on va être de plus en plus aigri en permanence, on va être agressif avec les autres. Et parfois, ben, justement, ben, il y a des gens qui sont complètement en prise de crises d'hystérie, hein, justement, hein, et des crises d'angoisse aussi, hein, qui apparaissent de plus en plus. Et ça devient de plus en plus fréquent. Hein, jusqu'où, des fois, il y a des gens qui n'arrivent même pas à sortir de chez eux. Généralement, on somatise tous ces problèmes, hein, puisqu'on a vraiment mal. Hein, la douleur est vraiment réelle, hein, jusqu'à même des fois à penser à mourir. Hein. Il y a des gens qui qui pensent carrément que la mort serait peut-être une meilleure solution. Hein. Et il y en a et qui vont développer aussi une forme d'hypocondrie, hein, voilà, et qui vont être toujours, on va devenir, ils deviennent hypochondriaques au point de penser toujours qu'ils sont atteints d'une maladie grave. Voilà. Et généralement, quand on est comme ça, on ne veut pas alerter, on ne veut pas embêter les gens, on ne veut pas déranger, donc on veut se faire tout petit. Parce qu'on se dit que, bon, voilà, après tout, on va s'en sortir et puis on ne va pas embêter les gens, donc on ne va pas en parler. Donc on n'ose pas non plus demander de l'aide. Mais surtout, on le fait ça surtout souvent aussi par honte, en fait, parce qu'on a un peu honte de sa situation. Hein, on a presque honte. On a surtout honte de sa situation. Hein, parce qu'il faut bien l'avouer, il y a des personnes, parce qu'on se dit toujours qu'il y a toujours il y a pire, il y a des personnes qui sont plus à plaindre, en fait. Hein. Et donc, du coup, on se dit, bon, ben, on va prendre son mal-être en patience. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'au fil du temps, ce qui se passe, c'est qu'on s'accommode de ça. Hein. On ne va pas bien, mais comme on s'accommode, finalement, ben, on trouve ça normal. Hein, parce que le corps, il se finit par s'habituer, même à une souffrance. Hein, hein. Sachez ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, plus on reste dedans, eh ben, plus on aura du mal à s'en sortir parce que le corps, il va complètement eh ben, faire corps aussi avec, ben oui, c'est le cas de le dire, mais il va s'habituer, il va s'accoutumer, voilà. Hein. Et donc, du coup, à ce moment, vous allez devenir tolérant à la souffrance. Parce qu'au début, la fatigue qu'on va ressentir est d'abord émotionnelle, parce que c'est d'abord les émotions. Mais plus on tient et plus on s'accommode, c'est le corps qui va commencer à, à parler. Hein. Le corps ne ment jamais en général. Et donc, parce que si on ne prend pas rapidement de recul avec le travail dans ce cas-là, ben, on aura plus de mal. Et ce qui empêche de le faire, souvent, c'est parce qu'on culpabilise énormément. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'arrêter et puis continuent à travailler. Hein.
par peur du regard des autres, pour ne pas se culpabiliser, et puis se dire, voilà, mais si je pars, si je m'arrête, ben, je lâche les autres et tout ça. Et donc, du coup, ben, ils n'osent même pas le faire pour eux-mêmes, hein, parce que, ben, voilà. Donc, ils pensent d'abord aux autres. Est-ce que vous connaissez ça, certainement? C'est très difficile, hein, c'est un cercle vraiment vicieux, un cercle dans lequel on peut ne pas avoir assez suffisamment de force pour pouvoir en sortir, hein. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir que, ben, justement, ben, il faut consulter, hein, dans ce cas-là, hein. Donc, il faut déjà avoir des ressources au départ pour savoir que, ben, un état d'esprit en se disant, mais au pire, ben, quand ça va mal, ben, je vais consulter. Alors, quand on arrive à sauter le pas, hein, qu'est-ce que va apporter un psychologue? Et qu'est-ce que va apporter de plus un psychologue spécialisé dans la souffrance au travail? Est-ce que vous le savez? D'après vous, qu'est-ce que le psychologue va vous apporter? Est-ce que certaines personnes qui ont déjà consulté savent ce qu'apporte, hein, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous pouvez dire? Non? Alors, ce que va apporter un psychologue, ben, lors des séances, le psychologue va analyser les situations, hein. D'abord, c'est un travail d'analyse qu'il fait. D'abord, il écoute, mais il analyse en même temps la situation et surtout, il pose des questions. Il pose énormément de questions pour comprendre et pour analyser les situations et de manière à conseiller, parce que chaque cas est particulier, hein, et comprendre rapidement la situation au cours au bout d'une séance. En même temps, la personne aussi, hein, la personne peut parler et la personne évacue aussi, hein, son mal-être aussi. Donc voilà, donc le plus important justement pour la personne, c'est de parler de sa souffrance. Et pourquoi il faut le faire à un professionnel? Parce que justement, cette différence-là, c'est parce que un ami, un ami va plus ou moins vous juger et va avoir tendance à banaliser aussi votre situation. Et un ami ou un proche, et c'est plus difficile pour un proche, pour un ami, de faire preuve de neutralité, hein, de ne pas prendre parti. Hein, quand vous allez dire, voilà, ben, c'est à cause de ci et à cause de ça. Donc voilà. Et ben, le psychologue, il est avant tout bienveillant, hein, il vous offre aussi un cadre de non-jugement parce qu'il ne vous juge pas, hein, et c'est d'abord un cadre confidentiel. C'est pour ça qu'il ne faut pas garder ce mal-être pour soi, même si vous pensez que vous êtes capable de pouvoir y faire face, parce que bah, le recul que vous allez avec le psychologue, c'est pas du tout pareil. Même après, au-delà de la séance, vous allez continuer encore à réfléchir à votre situation et vous allez avoir, en fait, ça permet de justement que les choses arrivent à un point beaucoup plus logique, en fait, hein. Ça permet de situer ce que pourrait apporter un psychologue, hein, quand, par exemple, et pourquoi il faut consulter un psychologue, qu'est-ce que va faire un psychologue, qu'est-ce que va apporter un psychologue, ben, voilà, hein, ben, donc, je disais que ben, le psychologue va mettre en place, déjà, il va analyser, hein, il va poser des questions, il va écouter, il va offrir un cadre bienveillant, un cadre de non-jugement, dépourvu de. Il est neutre, hein, c'est pas comme un ami, hein, c'est pas comme un proche. Et donc, certains psychologues aussi utilisent des outils, hein. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup les tests.
J'utilise aussi des outils également hein, pour pouvoir faire avancer, que je donne aussi à faire. J'utilise énormément de questionnaires aussi pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse aussi. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, ben, chaque psychologue a sa propre méthode. Hein. Donc, du coup, donc c'est pour ça que c'est difficile aussi. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que le psychologue, bah, dans le cadre de la souffrance au travail, il permet d'abord d'offrir un cadre pour parler de sa souffrance et il permet de prendre du recul, il permet d'évacuer aussi, d'avancer, hein, parce que c'est pas toujours évident et parce qu'il est très difficile de faire la part des choses hein, entre ce qui est imputable au contexte professionnel et ce qui est dû à la vie privée également, parce que généralement, on se culpabilise parce qu'on pense que c'est d'abord soit le problème. Hein, et c'est pour ça que tenter de régler le problème soi-même, ça peut être encore plus douloureux en fait. Et très souvent, c'est improductif. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester seul, parce que le psychologue, lui, il va vraiment vous aider, justement, parce que je pense que même que sans prise en charge rapide et sans prise en charge adéquate, la souffrance qui est liée au travail peut générer énormément de culpabilité, hein, beaucoup de repli sur soi, parce que les gens ont plus tendance à s'isoler. On devient vraiment irritable, on ne supporte rien, on devient aussi agressif et ça vous empêche vraiment de faire face à la situation. Et toutes ces manifestations ont vraiment des répercussions sur la vie de famille, sur la vie sociale. Et par la suite, ça peut vraiment vous entraîner dans des pathologies vraiment beaucoup plus graves. Par exemple, une stress chronique, hein, parce que le stress va vraiment s'installer. Il y a aussi des dépressions, la dépression, le burn-out, et même des gens qui arrivent jusqu'à tenter à leur propre vie. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça il ne faut vraiment pas prendre à la légère cela. Hein. Au départ, c'est pour ça qu'il faut venir assez rapidement, je pense. Hein. Et surtout ne pas rester seul parce que très rapidement, on peut faire stopper le processus quand c'est pris quand c'est pris à temps au départ. Parce que souvent, même des fois, en une ou deux séances, ça peut suffire. Mais dans des cas beaucoup plus graves, il faut vraiment une prise en charge pour vraiment prendre en charge la douleur, se reposer, s'arrêter. Faire en sorte de se reconstruire, de se réparer, parce que effectivement, de comprendre que il y a tout un rapport, un mauvais rapport aussi, des habitudes aussi qu'on a prises avec le temps et qu'il faut défaire. Hein, hein, pour pouvoir reconstruire, parce que souvent, la personne a une très mauvaise estime d'elle-même, hein, puisque la confiance en prend énormément, en prend un coup, hein, les émotions aussi, puisque les nerfs lâchent, et donc du coup, on a vraiment besoin de se reconstruire. Et souvent même, on a besoin même de passer à une autre case qui est la case aussi orientation, parce que certaines personnes ont besoin d'être soutenues, justement, pour pouvoir changer de travail, des fois, savoir, parce que souvent, on fait vraiment de mauvais choix, surtout de mauvaises décisions. On peut prendre des décisions comment dirais-je, très rapidement, et souvent, c'est pas vraiment le moment de prendre des décisions. Il faut vraiment attendre qu'on retrouve son niveau d'énergie, qu'on arrive à se retrouver pour pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est pour ça il faut surtout faire confiance. Hein. Il faut justement trouver quelqu'un à qui vous faites confiance. Voilà. Maintenant, savez-vous comment on peut trouver un psychologue? Comment on trouve un psychologue comment trouver un psychologue? Est-ce que
on peut trouver facilement un psychologue? Est-ce que vous voulez savoir? Alors, souvent, je vous ai parlé tout à l'heure de médecin, le médecin généraliste, hein, qui peut vous orienter vers un confrère psychologue ou psychiatre. Il y a aussi le bouche à oreille, hein. Souvent, c'est la porte aussi d'entrée, hein. Quelqu'un qui est passé me recommande tel psychologue. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, pour les mêmes membres de famille, si c'est des problématiques, voilà, par exemple, de couple et tout ça, il est préférable de ne pas consulter le même psychologue que son mari ou que sa femme pour des raisons évidentes, hein, parce que ça ne faciliterait pas le travail du psy, parce que le psychologue vraiment se met à votre disposition et comprend les choses que, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut. Alors, Doctolib, oui, oui, effectivement, c'est Doctolib, hein, hein, donc sur Internet, Doctolib. Et il y a aussi énormément de plateformes aussi, hein, de psychologues aussi sur Internet. Mais Doctolib reste quand même vraiment hein, la plateforme où on retrouve vraiment médecins, toutes les spécialités. Donc, vraiment, effectivement, moi, personnellement, je suis sur Doctolib aussi. Donc, on peut aussi, donc, sur Internet aussi. Et puis, après, il y a les avis aussi qui comptent également. Et comment vous choisissez votre psychologue? Alors, dites-moi comment vous choisissez votre psychologue. Comment vous faites le choix d'un psychologue en fonction... Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il existe beaucoup de spécialités. Et que le psychologue, au cours de sa formation, ben, se spécialise dans un domaine, vraiment un domaine. Donc, il y a plusieurs types de psychologues. Il y a plusieurs spécialités, en fait. Est-ce que vous faites la différence entre les différences Parce que la spécialisation va conditionner ensuite le champ d'intervention du psychologue. Le psychologue clinicien, par exemple, que vous connaissez certainement, s'oriente, c'est quelqu'un qui s'est orienté vers la psychopathologie pendant son cursus universitaire et il va proposer des psychothérapies à ses patients, alors que le psychologue cognitif est formé plus sur les thérapies comportementales et cognitives. Et donc, du coup, il est important d'orienter sa sélection avant avec cette première information, c'est de savoir quelle spécialisation, quoi, quelle est sa spécialisation. Mais sachez que, quelle que soit la spécialisation, tous les psychologues sont titulaires de ce titre, hein. Donc, ça reste quand même un psychologue. Et le psychologue s'engage quand même à respecter le code déontologique des psychologues. Et ils sont aussi soumis au secret professionnel. Là où que, par exemple, pour les autres disciplines qui existent, parce qu'il existe tout un tas de thérapies complémentaires, hein, comme, je ne sais pas moi, l'hypnose, la sophrologie, tout ça, ce sont des thérapies complémentaires, et même par contre, ils ne sont pas tenus au code déontologique. Alors, je parlais de spécialisation des psychologues, et avant tout, il faut savoir que les psychologues ont obligation de s'inscrire aussi, on l'a dit, hein, dans un registre départemental. Et c'est ce qui garantit en fait que vous avez vraiment affaire à un psychologue. Donc, on peut toujours demander à son médecin et il est possible aussi de demander, donc, et généralement, il a l'habitude de travailler aussi avec des psychologues, hein, et ça peut être plus ou moins rassurant. Parce que, bon, voilà. En tout cas, sachez d'abord que quand on va voir un psychologue, il faut que la démarche vienne de vous. Parce que je vois souvent des gens qui viennent, mais parce que, par exemple, c'est quelqu'un qui vous a dit de venir, qui vous fait comprendre que vous avez besoin de voir un psychologue, mais il faut que la démarche vienne de vous, hein. Même si c'est une personne qui vous conseille, mais avant tout, il faut que vous... Parce qu'il faut que vous soyez, justement, vous vous sentez concerné, hein. Et c'est à mon sens vraiment important, hein, parce que
c'est important que vous adhérez justement, que vous voyez vraiment la nécessité vous-même de consulter, parce que généralement, c'est la moitié même du travail, en fait. Quand on est déjà, qu'on est soi-même motivé pour venir voir un psychologue et on ne le fait pas pour faire plaisir à quelqu'un, hein, parce que vous devez d'abord le faire pour vous, hein, parce que c'est d'abord un investissement sur vous-même, hein, parce que voilà. Et parce que vous sentez, vous éprouvez le besoin, parce que vous sentez vraiment réellement le besoin, en fait. Parce que si vous n'êtes pas prêt à faire cet investissement personnel, ça sera moins profitable. Et donc, c'est pour ça que c'est important déjà de se sentir engagé là-dedans, quoi. Sachez que la première séance est importante également. C'est vraiment la première séance qui va déterminer aussi comment ça s'est passé. Parce que si vous, il faut vraiment voir si vous avez un feeling avec le psychologue, si vous avez, vous êtes à l'aise, si vous êtes sentez en confiance. C'est souvent ça qui est important. Voilà. Parce que si vous vous sentez jugé par rapport au psychologue, bah, sachez que celui-là n'est pas fait pour vous et qu'il existe certainement un psychologue qui va mieux faire l'affaire, hein. Et après tout, c'est pas grave parce qu'il y a forcément quelqu'un d'autre qui vous écoutera de la bonne manière. Et donc, du coup, sachez que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé vous ne sentez pas forcément engagé, même si vous avez fait une première séance, vous n'êtes pas obligé de continuer en fait. Et surtout, le conseil aussi que je vais donner, c'est que n'ayez surtout pas peur de parler de votre démarche aux personnes de confiance qui sont dans votre entourage, hein, parce que le fait d'être soutenu, parce que ces personnes-là peuvent vous soutenir et vous encourager, et ça peut être très bénéfique, ça peut être vraiment bénéfique pour vous. Et surtout, certains de vos amis se sont déjà retrouvés dans cette situation, dans une situation similaire, et ont déjà consulté, et vraiment, donc des fois, ils peuvent vraiment vous inciter à le faire. Donc voilà, donc ça c'était mes conseils en fait hein, pour avant de consulter, hein, il faut déjà savoir que il faut déjà que vous sachiez que la première séance est importante et qu'il faut véritablement avoir un feeling aussi, hein, sentir que vous êtes en confiance avec la personne, hein, pour pouvoir pour continuer après les séances. Alors, généralement, comment se passe le premier rendez-vous? Chaque psychologue a sa manière de procéder, hein, puisque c'est difficile hein, de répondre à cette question, parce que tout simplement, quand il s'agit du premier contact, moi je pense que le psychologue va chercher simplement à faire, déjà, hein, je pense qu'il va peut-être procéder à savoir un peu, à comprendre, à cerner par des questions habiles sur l'histoire de la personne, afin essayer de trouver un fil conducteur, essayer d'analyser, d'être à l'écoute aussi, et de faire parler aussi la personne, hein. Mais côté patient, c'est surtout là qu'il faut vraiment, là encore, se sentir à l'aise, de pouvoir parler librement, sentir vraiment être libre de parler, se sentir euh, capable d'évoquer vraiment tous les sujets hein, qui vous concernent. Et donc, c'est pour ça que le feeling est très important. Et si ce n'est pas le cas, ça ne vous oblige pas à prendre un autre rendez-vous, hein. OK? Alors, pour ma part, comment se passe mon premier rendez-vous, hein, parce que moi, je serais peut-être plus à l'aise pour vous parler de mon premier rendez-vous, hein. Quand une personne vient dans mon cabinet, arrive à mon cabinet, alors, il faut savoir aussi que je consulte énormément en ligne aussi, et ça ne change rien à la qualité du travail, hein, la qualité de l'accompagnement, hein, même si c'est en ligne. Alors, pour les plus frileux, je dirais, on a quand même la possibilité de continuer à consulter en cabinet, hein. Donc ça c'est quelque chose aussi. Et dans le cas de la souffrance au travail, les gens qui viennent me voir, souvent ça commence par, ils disent que on voit
tout de suite, je sens une certaine déception, une certaine frustration, parce qu'ils me disent souvent, ben, je suis quelqu'un qui, je me suis beaucoup investi dans mon travail, je me suis toujours mise la pression, ben, vraiment, et maintenant, je n'arrive pas à échapper à mes problèmes, et j'ai craqué, littéralement, mes nerfs ont lâché, et jusqu'à me rendre malade. Et puis, surtout, ils me parlent surtout de toutes sortes de maux. Ils se sentent fatigués, avec des troubles du sommeil. Ils ont mal, parce qu'on somatise énormément, hein, et la douleur est vraiment réelle, hein. Et le plus souvent, les personnes me disent qu'ils souhaitaient consulter depuis très longtemps, mais qui n'ont pas osé le faire, hein, toujours à cause des préjugés, parce qu'ils n'osent pas vraiment franchir le pas. Et le plus souvent aussi, ils me disent aussi, ils me confient qu'ils avaient toujours ressenti un certain mal-être au plus profond d'eux-mêmes, mais sans pour autant aussi oser. Et généralement, ben, il y a une cause, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a vraiment déclenché ce caractère, le besoin urgent même de consulter, hein. Et par rapport à des problèmes qui sont arrivés, hein, les gens sont frustrés par une absence de reconnaissance, hein. Il y a toujours un déséquilibre, un décalage entre le travail qu'ils attendaient et le travail, comment le travail se passe véritablement. Il y a également aussi des cas de harcèlement, de mal-être d'une manière générale au travail, hein, un sentiment de malaise, la déprime, la dépression, des troubles du sommeil, fatigue, et ça peut aller même vraiment dans des cas d'épuisement professionnel également, où, voilà, la personne est vraiment très mal, avec perte de confiance, euh, perte d'estime, et la personne n'arrive plus à gérer ses émotions, voilà. Alors, sachez qu'en général, moi, la promesse que je fais quand la personne vient me voir, même si, voilà, c'est déjà, même si je ne le dis pas toujours, je ne pense pas toujours à le dire, mais c'est que la personne se sente bien dès dès la première séance. Parce que véritablement, quand on évacue sa souffrance à l'occasion de cette première séance, on met ces mots en mots, hein, M-A-U-X en M-O-T-S, parce que c'est toujours important de pouvoir parler à quelqu'un d'extérieur, hein, sachez-le. Et cette personne-là va confirmer un peu ce que vous ressentez. Parce que parce que quand c'est la famille, encore une fois, ou les amis, ben, ils vont manquer d'objectivité, ils vont manquer de neutralité. Et donc, il est important de revenir sur certaines choses dans le passé aussi, parce que le psychologue va vous faire verbaliser certaines choses par le passé qui vont expliquer, en fait, qui vont expliquer un peu la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et ça va permettre de comprendre les raisons dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes arrivé là, ben, c'est véritablement parce que il y a un certain nombre de choses que vous avez mal fait, un mauvais rapport aussi au travail, mais surtout, mais il y a aussi l'environnement aussi de travail, hein, parce que sachez que comment dirais-je, c'est une rencontre, hein, la souffrance au travail, c'est une rencontre avec une personnalité et un milieu qui est complètement hostile, hein, sachez-le. Donc, on n'est pas là pour mettre la responsabilité entièrement sur la personne qui consulte, hein, mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir des éléments de compréhension par rapport à la manière même de fonctionner aussi, parce qu'on ne pourra pas agir sur l'environnement, on pourra agir sur la personne, hein. Moi, en général, je vais pouvoir agir sur la personne qui est en face de moi, et donc, du coup, je vais pouvoir donner des conseils, des stratégies, des pistes de réflexion, des pistes d'action sur la manière même de fonctionner, hein, parce que c'est véritablement un processus de changement qu'il faut entamer, en fait, pour pouvoir aller mieux. Donc, généralement, quand on sort de cette première séance, on sort déjà avec un sentiment où les gens me le disent rapidement, hein,
que ça fait vraiment du bien de pouvoir en parler déjà et de s'être. Et justement, ils ont l'impression d'avoir été compris aussi. Hein. Et ils ont aussi pris, généralement, ils prennent conscience aussi d'un certain nombre de choses, hein, voilà, hein, même dès la première séance. Hein. Et souvent, ces choses-là étaient enfouies hein, dans l'inconscient. Hein, donc, du coup, en posant certaines questions, ben, ça permet de faire revenir à la conscience et on prend conscience vraiment de ce qui ne va pas et de ce qu'il faut faire, en fait. Hein, voilà. Et même si on se pose un peu plus de questions que l'on avait, même plus de questions qu'on avait en arrivant, c'est pas du tout un souci, au contraire, parce que ça veut dire que le travail, c'est le travail d'introspection qui a bien commencé, qui continue encore, et qui permet justement de continuer à prendre conscience et de pouvoir mettre en place un certain nombre de choses qui vont faire que vous allez vous sentir rapidement mieux, en fait. Et parce qu'en y réfléchissant, vraiment, on comprend mieux les choses et on avance et par la suite, on se sent mieux au quotidien. Voilà. Alors, voilà. Généralement, alors, une première séance, ben, tout dépend de l'ampleur des dégâts, hein, mais généralement, on a euh, une séance ne suffit pas forcément, on a besoin de faire quelques séances et véritablement, on a même besoin souvent d'un accompagnement à moyen terme. Mais sachez qu'au bout de quelques séances, on a rapidement des bénéfices, hein, puisque on peut se reprendre en main, on retrouve son niveau d'énergie, on est moins centré sur ses problèmes, hein, et on peut penser déjà, c'est déjà un premier signe, hein, déjà quand on est moins centré sur ses propres problèmes, et on arrive à mieux gérer aussi ses problèmes au travail. On arrive à mieux à faire la part des choses parce qu'on on prend du recul, hein, voilà, hein, et on retrouve sa joie de vivre. Parce que moi, généralement, ce que je fais en première séance, c'est que ben, rapidement, je vais mettre en place quelque chose pour que la personne retrouve son niveau d'énergie et puisse vraiment avoir quelques outils, hein, quelques conseils rapides qu'on pourrait, simples, hein, qui sont des stratégies simples à mettre en place. Voilà. Donc, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un gain très important. Voilà. Et donc, on se sent mieux dans sa peau, hein, voilà, on se ressent sous soi parce que véritablement, quand on ne va pas bien, c'est parce qu'à ce moment, on s'est oublié dans l'histoire et on a commencé à s'occuper ben, des problèmes des autres et pas suffisamment, on n'était pas forcément assez centré sur soi. Et ça, le fait de se recentrer sur soi, mais ça change vraiment les choses parce que on se centre par la même occasion sur ses priorités, hein, sur ses désirs, sur ses envies et parce que souvent on a laissé de côté des choses qui nous font du bien et c'est souvent ça il faut revenir à des choses simples, hein, des choses basiques hein, pour pouvoir trouver un mieux-être et même si, d'accord, d'abord, je pense qu'il faut devenir un peu plus égoïste hein, hein, sur ses envies, mais c'est combien salutaire. Hein, et on fait des choses avec beaucoup de plaisir. On recommence à retrouver de la motivation, du plaisir, et on a moins peur du jugement des autres, parce que souvent c'est ça, hein, le fait d'avoir peur du jugement des autres. Mais c'est à ce moment-là que l'on peut, quand on commence à aller bien, qu'on peut entamer un réel travail aussi sur soi. Hein. Et moi, en général, ce que je préconise, c'est de continuer ce travail-là pour voir un gain, pour pouvoir arriver à avoir un certain équilibre et surtout d'inscrire tout ce changement-là dans le temps. Et généralement, ben, je peux éventuellement préconiser un accompagnement sur 6 mois qui va faire en sorte que ben, les gens pourront installer tout ça dans le temps. Parce que je dis toujours que la souffrance, c'est un choix. Donc, du coup, et c'est un investissement sur soi pour pouvoir changer profondément. Hein. Et parce qu'on n'a pas souvent, les racines sont très profondes et on a véritablement besoin d'avoir faire un travail vraiment plus en profondeur
pour pouvoir arriver à quelque chose de stable, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Donc, en gros, voilà en fait comment se passe l'entretien. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute pour vos questions. Maggie, on est là? Est-ce que vous m'entendez? Alors, on est entre nous, hein, donc du coup, oui, Cécile, oui. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de consulter un psychologue pour certains? Ah ouais, Cécile dit oui, moi. Et, et d'autres personnes, voilà. Je pense que vous, puisqu'on se connaît par ce biais-là. Hein. Alors, alors, oui, je suis là, mais je vous entends mal. Ah ouais, on m'entend mal. Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je m'entends mal? Alors, moi, qu'est-ce qui vous a motivé à recommencer? Il y a le micro ouvert encore à nouveau. Alors, dites-moi ce qui vous a motivé. Dites-moi ce qui vous a motivé. Comme ça pourra faire, ça fera, les autres vont pouvoir profiter. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que vous avez, justement, alors, Cécile, il s'agissait pour vous de trouver des solutions, d'arriver à voir des choses différemment, à prendre du recul et à me poser des choses, voilà. Est-ce que, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose, témoigner justement et nous dire où vous en êtes et est-ce que vous avez justement ou est-ce que vous avez eu le fait de voir un psychologue, est-ce que ça vous a de me voir justement? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a amélioré? Voilà. Sachez que j'ai mis des témoignages sur ma plateforme YouTube. Hein. Il y a des témoignages que vous pourrez aussi voir dans le cadre de la souffrance au travail. Je vous invite à aller les consulter. Hein, si vous n'avez pas, comme ça pourra toujours. Donc, s'il n'y a pas de questions, et si je pense que ça a été clair et que vous n'avez pas besoin d'autres précisions, on va se quitter pour ce soir